Donc effectivement, on en a déjà parlé plusieurs fois lors de ces assemblées du CIVAM Alliance Nord-Ouest, euh, dans le cadre donc des animations de l'année. On avait relancé les animations de fin d'année avec notre Père Noël. Et non pas le Père Noël est une ordure, comme l'a soufflé un de mes collègues tout à l'heure, mais on avait lancé donc le Père Noël est un créatif, un festif et un sportif. Et dans le cadre de cette organisation d'un Père Noël est un sportif, la plupart de nos communes ont organisé une marche, une course à pied, un, un jeu de... Non, de raquettes. C'était du badminton, Et donc, vous avez participé à l'une ou l'autre de ces animations. Vous avez donc participé au petit concours qu'on avait pu lancer dans ce cadre. Je rappelle donc du Père Noël est un sportif. Et vous avez donc... Alors, normalement, vous êtes 3. Je vois que vous êtes 4. Et il ne me reste plus que de l'eau. Donc, mais comme vous êtes en couple, je crois que vous allez vous arranger en couple. Donc, on va bien vous remettre les de l'eau. Alors, on commence par le 3e prix. Donc, Madame Brigitte Horn, enchantée, et Monsieur, donc, bienvenue donc à Vernaghem. Alors, tout de suite, je vais parler un peu des lots parce qu'on est assez fiers de ce qu'on va vous offrir. Et en même temps, c'est une petite visite de nos communes de l'Alliance. Donc, en lot, nous avons 2 entrées au musée de la poupée et du jouet ancien, bien connu à Vambrochy. Nous avons 2 balades en tramway ancien, la mi-tram, donc c'est toujours Vambrochy, mais également Marquette. Et nous avons 2 entrées pour une balade en bateau lors des fêtes de l'eau, les 4 et 5 juin 2022. Tout ça offert donc par l'Alliance. Alors, pour ce qui est du bateau, vous aurez le choix, puisqu'on a des croisières qui partent de différents endroits. Nous avons bien sûr Vambrochy, Marquette, Saint-André, Delémont, Warneton, Quesnoy. Vous aurez le choix donc pour ces balades en bateau et découvrir toujours une partie de notre belle campagne, qui a certes été un peu abîmée ces derniers jours, mais que l'on va bien retaper. On en parlera tout à l'heure dans le cadre donc non plus d'animation, mais plutôt du développement durable. Monsieur le Président, je vois que vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Non, les croisières, c'est toujours l'opportunité de redécouvrir le territoire sous un autre point de vue. Donc c'est toujours un moment très agréable. Ben, il nous reste à remettre donc ce lot, donc le 3e lot. Écoutez, oui, il y a déjà un beau bruit. Voilà, madame. Nous sommes donc très, très, très fiers, très heureux de vous remettre donc ces lots. Voilà, félicitations. Donc, je, attendez, je vais vous passer le micro, comme ça vous allez pouvoir en même temps dire de où vous venez. Je viens de Wascal, et si vous voulez, vous pouvez venir à Wascal pour voir la ville. Voilà, merci à vous. Alors, le deuxième lot, lui, a déjà été retiré. C'est Madame Pascale Valenbois qui est passée donc au siège de l'Alliance et qui a récupéré, bon, on va le dire rapidement, donc 4 entrées au musée de la poupée, 4 balades en tramway ancien, 4 entrées pour une balade en bateau, toujours lors des fêtes de l'eau, mais en plus un assortiment de produits de bouche du terroir. Je crois que c'est la raison pour laquelle elle est venue, elle s'est empressée de venir récupérer ce lot. Oui, elle n'était pas disponible ce soir aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait de partie qu'elle puisse disposer de son lot. Voilà, donc c'était Madame Pascale Valenbois. Et pour le premier prix, donc Madame, toujours, Jocelyne Planck. Voilà, commence, vous allez peut-être tout de suite vous présenter. Jocelyne Planck de Comines. De Comines. Et donc vous avez participé à quels événements? La marche du Père Noël avec le club Courir à Comines. Très bien. Et donc là, le lot, on va
fois, on va s'y mettre à deux pour le porter. Alors rapidement, toujours 5 entrées donc à la patinoire et 5 entrées pour le mini-golf de la base de loisirs de Verlinghem, Longpré, Péranchy, dans le désordre. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera vite nettoyé. On a vu déjà dans l'entrée que vous étiez efficace. 4 entrées au musée de la poupée et du jouet ancien. 4 balades en tramway également. Et 4 entrées pour une balade en bateau lors des fêtes de l'eau. Et, alors là c'est conséquent, je crois que vous voyez tous, un assortiment de produits de bouche du terroir. Et quand on parle de terroir, on est sur forcément du circuit court. Hein. Voilà, bravo à vous. Et je connais très bien votre sœur, il paraît. Vous êtes la sœur de Nathalie. Merci de votre participation et on renouvellera ça cette année vraisemblablement. Le président nous en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, merci de votre présence et à très bientôt. Bien, merci beaucoup. Nous allons entamer ce comité syndical et sur les recommandations de M. le maire de Lambrechy, on va commencer par l'appel. Samuel Olivier, vous avez la liste, vous avez un micro. Un micro, ce serait très bien. À droite, ça va. Merci beaucoup, on vous écoute. Alors, pour Marquette, Dominique Legrand. Il est en réunion, il arrive, il nous rejoint. Miguel Belades. Présent. Jérôme Mathieu. Carole Depric. Karine Lelièvre. Sandrine Denis. Excusez. Il y a des suppléants pour Marquette? Pierre Gendrin. Ok, pour Lambersart, Nicolas Bouche. Xavier Deric. Martine Cacheux.
Le maire de Lambersart s'est excusé. Il avait une réunion qui était déjà programmée antérieurement à la date d'aujourd'hui, à la date où on a convoqué le comité syndical. Il précise bien que c'est juste parce qu'il est empêché par cette réunion, sinon il était avec ses équipes avec plaisir parmi nous. Donc les élus de Lambersart sont excusés. Alors, pour Vambrechy, Sébastien Brognard. Oui, il y en a deux, il faut quand même, je ne sais pas si ce sont des suppléments votes, donc il faut quand même passer les noms en vue rapidement, vous les donnez directement, ça va être plus direct. Si voulez-vous. Oui. Ok. C'est bon pour vous? Donc Vambrechy, Sébastien Brognard. Michel Sass. Christelle Galland. Cédric Lecourt. Laurent Witterbeck. Véronique Orman. Georges Padavechia. Y a-t-il des suppléants pour Vambrechy? Pour Verlinghem, Thierry Bonte. Benoît Borel. Elsa Blancard. Damien Delair. Pour Saint-André, Elisabeth Masse. Pascal Laoust. Jean-Pierre Eurin. Nicolas Lenindre. Didier Parcy. Claude Vassilkowski. Cyprien Richer. Pour Péranchy, Valérie Provost. Laurence Deloison. Samuel Rollins. Annie Carlier. Philippe Van Beneden. Pour Lompré, Hélène Monclé. Pierre Spilard. Pour Quesnoy-sur-Deuil, Rosemarie Alinck. Serge Méozon. Florence Delchambre. Pour Delémont, Christophe Liénard. Pour Bondu, Patrick Delbar. Bernard Jean-Baptiste. Pour Marc-en-Barœul, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Loïc Catelin. Pour Comines, Michel Sens. Jean Bacquard. Pour Warneton, Yvon Pétrolin. Voilà. Merci beaucoup. Je récupère le document. Et on passe à l'ordre du jour en commençant par l'approbation du compte-rendu, procès-verbal du registre des délibérations du 7 décembre. Y a-t-il des remarques, des annotations, modifications à ce compte-rendu? Non. Et donc, si vous voulez voter sur l'approbation, si personne n'est contre ni s'abstient, merci beaucoup à l'unanimité. Les propositions de délibération. Finances et services aux communes, rapport d'orientation budgétaire, le morceau de choix du jour. Michel. Bonsoir à tous. Donc nous voici réunis avec, pour commencer, le rapport d'orientation budgétaire 2022 que beaucoup d'entre vous ont déjà donc passé dans leur commune. Et je vais tout d'abord vous rappeler malgré tout le contexte législatif de ce ROB, puisque maintenant il est voté dorénavant, alors qu'avant le débat n'était pas voté. Il a pour objectif de présenter les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels, l'évolution de la situation financière de la structure et des rémunérations des effectifs, et ensuite la structure et gestion de la dette. Je vais dès à présent passer la parole à mon voisin qui va vous parler donc du premier
Premier plan, c'est l'emploi et les services civiques. Alors, sur ces deux sujets, et pour commencer, les subventions à l'égard de l'association ALP, eh bien, les subventions sont maintenues depuis maintenant plusieurs années. En ce qui concerne la mission locale, la subvention est de l'ordre de 263 527. Pour le pli, on est à 185 093 et la maison de l'emploi 130 000. Ce qui fait une subvention totale de 578 620 euros pour cette année. On peut s'en féliciter puisque, comme je le disais, depuis maintenant de nombreuses années, nous maintenons notre subvention à l'égard de notre partenaire ALP, ce qui n'est pas le cas des autres organes institutionnels. Lors de la dernière réunion de la commission emploi, avec les commissaires et aussi avec le président de l'association ALP, nous avions réfléchi aux évolutions que nous pouvons apporter pour encore mieux renforcer notre collaboration. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, nous avions opté pour cette manifestation exceptionnelle. Eh bien, cette année, il nous est apparu important de pouvoir encore mieux faire connaître l'association ALP, notamment pour les maires, les élus et ainsi aussi pour, on va dire, tous nos concitoyens. Alors, Nicolas Lenindre, le président actuel, fait un travail très important puisqu'il va, on va dire, prêcher la bonne parole de ALP. Il a rencontré déjà pas mal de maires et c'est vrai que voilà, on est un petit peu éloigné de ce que ALP peut nous apporter au quotidien, à nous élus. Et donc il nous est apparu de faire ce travail en association donc avec ALP et prochainement bien nous prendrons contact avec vous, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ALP, pour vraiment prendre le temps avec vous, avec vos collègues, et bien de montrer ce que ALP peut vous apporter. Et il y a énormément de situations où en fin de compte vous pouvez faire le lien. Et l'objectif, c'est que sur une situation bien précise, que vous ayez le réflexe ALP. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est celui-là, c'est d'avoir encore plus le réflexe ALP pour vos administrés. C'était le premier point, l'emploi. Je peux enchaîner avec le service civique. Peut-être juste, si je puis me permettre, concernant ce point d'information dont Nicolas parlait, c'est vraiment un retour quand on discute avec les maires, etc. On s'aperçoit que descendre à l'intérieur des systèmes, c'est-à-dire des élus, c'est-à-dire des adjoints, des conseillers, etc., qui portent tous une parole intéressante concernant l'emploi, évidemment, a fortiori, les services, c'est vraiment, on peut rentrer dans le détail, on peut aller beaucoup plus loin, il ne faut pas que ça reste une vue de loin d'un organisme qui gère, etc., etc. On veut que ce soit surtout extrêmement pragmatique et que ça serve à l'ensemble de nos concitoyens sur la préhension qu'ils peuvent avoir des systèmes qui leur sont proposés, des réalités et qui sont, de notre point de vue, exploitables encore au-delà de ce qui est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on donne bien une forme, comme le disait M. le vice-président, c'est les élus et les élus jusqu'aux conseillers, ce sont les équipes dans les mairies, mais ça peut être aussi, suivant la demande et suivant ce que vous considérez au niveau du ressenti, des réunions publiques s'il y a lieu. Donc c'est vraiment à strate, c'est à voler, c'est chaque commune qui décidera de ce qui lui semble le plus opportun concernant ces descriptifs beaucoup plus précis des prestations proposées. Le deuxième point, c'est le service civique. Alors, vous savez qu'il y a actuellement une session de 11 volontaires en cours, avec répartis sur 4 missions: le développement durable, l'animation, la culture, le sport et les solidarités seniors. Les solidarités seniors, c'était en quelque sorte une nouveauté pour cette année. Eh bien, ça représente un budget de 27 100 euros et l'objectif, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui fonctionne. Je discutais tout à l'heure avec Valérie Prouveau qui me disait que chez elle tout se passait à merveille. N'hésitez pas à nous faire remonter éventuellement si vous avez des remarques, des observations à faire, mais globalement
ça se passe très bien. Et l'objectif sur la prochaine session, c'est eh bien de faire grandir un petit peu les services civiques. Alors, bon, on n'a pas vocation à apprendre 30 services civiques, c'est pas l'objectif, puisqu'il faut quand même garder de la qualité, et puis il faut que ça soit une démarche volontaire avant tout. D'accord ? Il faut que ça vienne du volontaire, du jeune. Mais voilà, l'objectif, c'est d'amplifier ces services civiques, et pourquoi pas aussi de réfléchir à un élargissement des missions. Donc cette année, on avait ces solidarités seniors, mais voilà, est-ce que demain, il faut qu'on réfléchisse à d'autres missions ? C'était aussi une des volontés des commissaires de la dernière commission emploi. Voilà pour le service civique. Merci Nicolas. Donc pour le prochain volet, je vais laisser la parole à Christophe Liénard pour vous parler de l'animation et du développement durable. Oui, merci. Donc l'animation dans l'Europe de 2022. Toujours, allez, je crois que maintenant on peut se lancer, 2022 devrait être une année un peu plus normale, beaucoup plus normale. Allons-y. Alors, dans ces animations, nous avons donc des animations que l'on connaît plutôt bien, mais également donc des nouveautés. On a écouté un peu ce qui était dit dans les conseils municipaux, et on a bien sûr donc appliqué quelques nouveautés. Je commence avec l'animation ukulélé, le nom de l'instrument de musique. Instrument de musique donc que l'on a choisi parce qu'il est accessible à tous. Alors c'est une animation donc qui se déroulera d'avril à juillet, avec d'abord des ateliers de découverte dans les communes de l'Alliance. Alors on a divisé donc nos communes en 3 secteurs. Secteur 1, commune Noirdeton de Lémont-Quesnoy. Secteur 2, Péranchy-Verlinghem à Lompré. Secteur 3, Lambersart-Marquette, Saint-André, Vambrochy. Donc sur ces 3 secteurs, nous aurons donc des ateliers de découverte, essentiellement donc avec nos jeunes, mais également avec nos moins jeunes. Et ensuite, tout ça se terminera donc avec des concerts les week-ends du 2 et 3 juillet 2022, dans différents endroits du territoire. Dans le classique, on a bien sûr les fêtes de l'eau. Donc les fêtes de l'eau avec bien sûr la partie eau, donc les croisières, mais également donc les 2 grands rendez-vous avec 2 grands spectacles et des animations qui peuvent donc venir abonder ces croisières, ces spectacles dans chacune de nos communes. Tout ça donc premier week-end de juin. Un peu plus tard dans l'année, nous retrouverons bien sûr Terroir en fête, avec là aussi un peu plus d'animation tournée vers la participation. Participation de nos populations, que ce soit les enfants des écoles ou des CLSH ou d'autres. On va arriver un peu plus tard aux Journées du patrimoine, avec une exposition qui sera proposée par le service archives. Et on en parlait tout à l'heure avec notre Père Noël, donc on pourra relancer nos activités de Noël. Donc voilà un peu ce qui pourra se passer sur 2022, avec toujours aussi une commission qui se réunit assez souvent pour monter tous ces programmes. La dernière commission, je peux en dire un mot d'ailleurs, s'est passée le 27 janvier. C'est vrai qu'on a essentiellement parlé du festival qui arrive là bientôt, donc qui démarre au mois d'avril ukulélé. Et d'ailleurs, on a organisé notre réunion à Saint-André dans les locaux du Zeppelin. J'embraye tout de suite sur le développement durable ou peut-être que... Oui, non, juste globalement, on voit qu'il y a une densification, on cherche à être très présent sur le territoire, pas du tout quoi que ce soit, on cherche à être présent dans le plus de communes possible. C'est bien la remontée du travail qui est effectué dans le cadre des commissions. J'en profite pour remercier tous ceux qui participent aux commissions, parce que c'est bien là où se bâtit le profil même de l'action de l'Alliance Nord-Ouest sur les temps à venir. Je les remercie bien. Voilà, donc on embraye avec le développement durable, puisque vous savez que depuis ce début d'année, nous avons séparé les animations et
les commissions de développement durable. Commission qui s'est passée donc le 3 février, ici en début de mois, avec toujours une belle participation. Donc là, la commission s'est déroulée dans les locaux du CIVOM. Alors nous avons parlé bien sûr de ce qui va arriver là très bientôt au mois de mars. Ça, c'est l'opération Ville et Campagne Propre. Donc, action qui aura lieu les 20 et 21 mars 2022. Au mois de mars, oui. L'Alliance donc prendra en charge la communication de l'événement, bien sûr. Tout ça sera réalisé en interne, bien sûr. Des économies peuvent être 19 et 20. Bon, ça m'a été repris. 19 et 20. Donc voilà, on est bien au mois de mars, c'est 19 et 20. Je parlais donc de la communication qui sera réalisée en interne. Et bien sûr, il y aura toujours la fourniture par le CIVOM, des sacs, gants et les bennes par la MED. Donc, dans le cadre de cette alliance, de cette action, donc l'alliance proposera un kit d'animation à destination des enfants. Et on aura aussi notre tube à mégots, avec donc une organisation qui amènera donc les mégots de toutes les communes à Saint-André. Parce que cette fois-ci, c'est un Saint-André donc qui aura donc le mégot géant et bien sûr une communication autour par panneau, bien sûr. Pour à la fois on va parler de du nettoyage, de la récupération, puisque ces mégots ensuite sont retraités, et bien sûr, en même temps, si on peut passer un message sur le moins fumé et surtout moins jeter ces mégots qu'on retrouve autour de nos écoles et sur nos places. Recyclons nos végétaux. Donc là, c'est une nouvelle action 2022. Le but de l'action, c'est de mutualiser la location d'un matériel de broyage et de proposer, donc de le mettre à disposition des communes. Les habitants donc pourront récupérer un broyat. Et là aussi, il y aura une communication autour pour savoir comment utiliser ces broyats. Donc on aura bien des panneaux pédagogiques. On a parlé également de repères café. Donc là, le but de l'action, c'est de partager les expériences et les besoins des communes dans ce domaine et de promouvoir le calendrier de réunions et de partage pour élargir donc ces réseaux. On a parlé également zéro déchet. Donc les membres de la commission ont souhaité que l'Alliance se penche sur ce sujet afin de mutualiser des actions dans ce domaine. Alors voilà pour le ROB, mais sachez que dans le cadre de ces commissions, et là aussi je remercie encore tous ceux qui participent à chacune de ces commissions, les réflexions vont déjà un peu au-delà. On a parlé par exemple de panneaux solaires, avec pourquoi pas une réflexion sur les panneaux solaires. On sait que il y a beaucoup de progrès, il y a une évolution assez importante dans ces panneaux. Donc voilà, il pourrait y avoir des projets collaboratifs, pourquoi pas ça, etc. Enfin, vous voyez, la commission est très inventive. Voilà donc pour cette deuxième commission, Monsieur le Président. Enchaîner, je pense, sur la tranquillité publique. On a les chantiers d'intérêt général sur lequel, vous savez, entre le Covid et la réorganisation, il y a actuellement une réorganisation des services de la SPIP. Et de nombreux chantiers ont dû être annulés, surtout pour cause de Covid, très clairement, en 2021. Entre ces deux éléments, même si on augure de bonnes choses concernant l'allègement concernant le Covid, il y a quand même la réorganisation dont on n'est pas maître au niveau du SPIP, et sur lequel on tient à être complètement au clair. Donc, en 2022, il est clairement proposé de travailler au recadrage des chantiers en fonction de l'évolution de l'organisation même du SPIP, et de limiter, dans l'attente d'être plus informés sur leurs nouvelles dispositions, et s'ils ont bien les encadrants et les gens qui suivent, etc., suffisants pour pouvoir travailler, on limitera le nombre de chantiers en fonction de l'actualité et de l'évolution de cette réorganisation. Mais on n'oublie pas le sujet, mais on reste bien là-dessus, puisque c'est quand même une action qui a de l'intérêt de notre point de vue, et sur laquelle on ne peut pas laisser mourir les choses. Il y a d'ailleurs une réunion d'organisation avec les communes qui est prévue incessamment sous peu, c'est-à-dire dans 2 jours, si je me trompe bien, le 23 février. Voici pour ce sujet. Alors, en ce qui concerne les prévisions donc, pour nos aînés,
Donc, dans un premier temps, nous allons nous attacher aux résidents de l'EHPAD Georges Delfosse. Alors, c'est un budget de 305 000 euros qui est prévu, qui concernerait donc dans un premier temps un matériel d'animation ludique et thérapeutique qui s'appelle Lumi Active. Alors, c'est quoi Lumi Active? C'est une animation qui propose 40 activités ludiques et thérapeutiques à destination des résidents de l'EHPAD. Alors, cette animation, elle favorise naturellement la stimulation cognitive, la mobilité et également le bien vivre ensemble. C'est sous la forme d'une projection lumineuse qui stimule les mouvements des résidents. L'animation, en fait, elle attise également la curiosité des résidents et aide à réduire l'apathie. Je veux dire, toutes les activités qui sont proposées, bien sûr, préservent la mobilité des résidents. Cela permet également de véhiculer une image moderne et positive donc de notre établissement. Alors ce budget, il faut compter un montant de 5 000 euros. Bien sûr, cette dépense s'inscrirait en investissement. Alors il est proposé également d'étudier les offres dans ce domaine donc d'animation ludique et de faire bien sûr un essai d'abord à la résidence afin de s'assurer de l'intérêt des résidents. C'est vrai que là c'est la proposition. On va quand même le tester avant avec les prestataires pour voir si cela leur convient et s'ils sont intéressés par cette proposition. Également des travaux, donc des travaux de rénovation. Comme vous le savez, des travaux initialement prévus en 2021 n'ont pas tous été réalisés. Nous sommes tous confrontés à des non réalisés sur les communes parce qu'en fait c'est bien sûr l'épidémie, des retards d'approvisionnement de diverses fournitures. Et les travaux non réalisés en 2021 seront bien sûr reportés en 2022. Sont également prévus donc cette année des travaux de changement des fenêtres des chambres des résidents d'EHPAD, en plus de ce qui avait été prévu donc l'année dernière. Également le CLIC. Alors le CLIC, vous le savez, c'est le centre local donc d'information et de coordination. Ce CLIC, en fait, il est ouvert aux personnes âgées et à leur entourage, mais aussi aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Cela concerne en fait les aides à domicile, les bénévoles qui interviennent donc pour le maintien à domicile. Et comme vous le savez, une antenne du CLIC est accueillie actuellement dans les locaux de l'EHPAD Georges Delfosse et il vous est donc proposé donc de reconduire la subvention qui est d'un montant de 16 496 euros, ce qui correspond à un montant de 0,20 euros par habitant. Vous dire également que lors de la commission, il y a eu des propositions, puisque cette commission s'est réunie en fait le 13 janvier dernier. C'était dans un premier temps donc de mettre en place des actions pour faire rencontrer les résidents de l'EHPAD avec les habitants du quartier, puisque la résidence Georges Delfosse est totalement incluse en milieu urbain. C'est également réfléchir à la mise en place d'un salon à destination des seniors. Et c'est aussi, puisque vous le savez que la France va organiser les Jeux Olympiques en 2024, c'est déjà se projeter pour organiser les Jeux Olympiques pour les seniors. Donc, on fait appel aux bonnes volontés, aux seniors qui sont dans la salle. Vous pouvez déjà vous inscrire, parce que la liste, elle va être longue. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne donc les aînés, mais également, je veux dire, pour nos habitants, dans le cadre donc de sa compétence coordination des politiques scolaires, sportives et culturelles, l'Alliance propose donc de piloter une démarche donc de prévention santé. Et à ce titre, je vais donner la parole à Dorothée Germain, qui est d'ailleurs chef de projet prévention santé à Saint-André, mais aujourd'hui elle ne va pas vous décrire tout ce qui a été fait depuis 14 ans à Saint-André, elle va plutôt s'attacher au projet et à décrire ce que nous pouvons réaliser sur le CIVOM. Donc je donne la parole à Dorothée Germain. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va passer le PowerPoint. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu la présentation. Alors effectivement, je l'ai beaucoup réduite parce que elle était très lourde pour le bureau des maires. Aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter le projet de prévention santé dans sa démarche globale. La suivante.
flèche en bas. Alors, je vais rebondir sur les propos d'Elisabeth Mas pour les Jeux Olympiques pour les seniors. Nous, c'est déjà prévu. On a actuellement 120 seniors qui font du sport chaque semaine à Saint-André. Et donc, on y a bien pensé et on est en train de prévoir un projet pour les femmes vulnérables où on voudrait proposer aussi les Jeux Olympiques pour les femmes fragiles et vulnérables. Et ça, c'est un... S'il faut, je remets ma clé directement. Celle juste au-dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vais rien vous apprendre si je vous dis que la compétence santé n'est pas une compétence territoriale. Effectivement, c'est un choix politique que la ville de Saint-André a pris il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vous montre juste ces résultats. En fait, entre 2008 et 2019, on est passé sur les enfants de 18,09% de surpoids et d'obésité à 13,65% de surpoids et d'obésité en développant cette démarche de prévention santé que je vais vous présenter. À Saint-André, on a développé aussi cette démarche auprès des seniors et actuellement, un senior sur 5 de la commune est touché par nos actions menées par le CCAS. Ça fait plus de 500 seniors. La suivante. Voilà. Donc, pourquoi ce serait intéressant de développer une démarche de prévention santé au niveau du CIVOM pour la simple et bonne raison que ce pilotage permettrait à chaque ville de mettre en place un binôme élu et chef de projet, de manière à être le relais terrain de la démarche et respecter chaque priorité dans les villes. C'est-à-dire qu'on peut travailler de façon indépendante, pilotée par le CIVOM, mais chaque ville peut avancer à son rythme, en fait, par rapport à ses priorités. Le but de la démarche, c'est de réaliser un diagnostic initial axé sur 3 piliers qui sont l'alimentation, l'activité physique et dedans, bien sûr, on inclut la mobilité, le développement durable, on verra que c'est très lié. Le bien-être avec toutes les thématiques sommeil et écran et aussi pour les seniors, le diagnostic permet de recenser toutes les attentes et les besoins des seniors en termes d'activités pour rompre l'isolement ou éventuellement parler de la retraite, mais retraite c'est pas se mettre en retrait, c'est retraiter sa vie différemment pour continuer à vivre. On parle aussi pour certains projets de la deuxième jeunesse en fait. Voilà, l'avantage du CIVOM, ça serait de permettre de mutualiser nos moyens. On en parle beaucoup, j'ai fait rire avec la deuxième jeunesse. Pas du tout. Donc, c'est mutualiser les moyens de manière à être plus performants dans nos actions. La suivante. Alors, dans les compétences du CIVOM, en fait, il y a beaucoup de compétences qui sont en lien avec la prévention santé. En gérontologie, il y a effectivement l'EHPAD et le CLIC, qui sont plus liés à la perte d'autonomie. La prévention santé se place en amont, c'est-à-dire essayer de s'adresser aux plus jeunes dès le départ à la retraite ou même avant, de manière à anticiper cette perte d'autonomie et la ralentir. Donc c'est vraiment un projet pour une santé globale. La compétence développement durable aussi est liée à la santé par l'activité physique. Faire de la mobilité douce ou mettre en place un jardin potager, c'est aussi bouger au quotidien, c'est aussi faire de la santé. Et par l'alimentation, on a parlé du challenge zéro déchet, cuisiner plus, réduire les emballages, ça fait partie de la santé. Gaspiller moins au niveau des restaurations scolaires ou chez soi, et cuisiner bien sûr les fruits et les légumes de saison et le plus local possible. On peut aussi à travers ça faire la santé. En animation culture, c'est rebondir sur chaque événement. Vous parliez tout à l'heure du gros mégot qui va arriver à Saint-André. Effectivement, ça permet aussi de travailler sur la dictologie et de réduire justement la consommation de tabac aux abords des écoles ou même dans les familles et le vapotage également. Et on parlait des Jeux Olympiques. Donc effectivement, la santé, on la retrouve un petit peu partout dans les compétences déjà actuelles du CIVOM. La suivante,
et il y a une compétence qui est moins exploitée aujourd'hui dans le cadre du CIVOM, c'est la compétence scolaire et sport. Et effectivement, là, on est vraiment dans une compétence qui permettrait d'ancrer la prévention santé jusqu'au cœur des familles, puisqu'on parle de la journée scolaire. L'enfant du matin jusqu'au soir peut recevoir des messages de prévention, que ce soit à l'école ou sur les temps périscolaires, mais aussi dans tous les mondes associatifs par le sport, etc. Ça permet d'impliquer une large population. Le principe du projet que on vous propose aujourd'hui, c'est la démarche Vivons en forme. Elle est née il y a plus de 30 ans maintenant, puisqu'ils vont fêter les 30 ans cette année. Ça s'appelait EPOD, Ensemble prévenant l'obésité des enfants. Aujourd'hui, ça s'appelle Vivons en forme pour moins stigmatiser sur la prévention de l'obésité, puisque c'était ça au départ. Et on est vraiment sur la santé globale. L'objectif, c'est de créer un réseau de partenaires dans toutes les communes, de manière à travailler sur toutes les portes d'entrée qui permettent de faire de la santé. Donc, il y a la restauration, il y a les institutions telles que les PMI, il y a les centres sociaux, bien sûr, les écoles, les commerçants, l'urbanisme. Donc, en fait, dans la commune, tous les acteurs peuvent être impliqués pour avoir les mêmes démarches de fond et pour que la santé devienne un fil rouge. Aujourd'hui, il y a plus de 250 communes en France qui sont adhérentes à ce programme. L'objectif, c'est qu'il y en ait 500 en 2024, je crois, pour les Jeux Olympiques, justement. Le Vivons en forme s'appuie sur 3 piliers fondamentaux, 3 leviers fondamentaux pour faire bouger durablement les comportements. C'est l'alimentation, l'activité physique et le bien-être. Voilà. Les publics ciblés au départ étaient les 6-12 ans. Aujourd'hui, c'est les 0-12 ans. On parle beaucoup des 1000 premiers jours de l'enfant. Et effectivement, c'est une énorme thématique actuellement qui est proposée par les ministères de la Santé. Mais c'est une thématique qui s'adresse aussi aux seniors. C'est vraiment toucher l'ensemble de la population en essayant de cibler aussi les publics les plus vulnérables, puisqu'on sait très bien que la mauvaise santé est aussi liée à la précarité des publics. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle va avoir pour objectif une montée en compétence des acteurs locaux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de former les acteurs pour que eux transmettent l'information aux enfants, aux familles, aux seniors. Donc c'est vraiment une source de documents, je vous les montrerai après, mais surtout une source de formation qui sont disponibles et accessibles gratuitement aux villes. C'est là qu'on pourrait mutualiser beaucoup de choses avec le CIVOM, puisqu'en fait, c'est pas toujours facile de réunir différents acteurs d'une même commune sur une journée pour avoir une formation. Par contre, un acteur de chaque commune pour une formation tous ensemble, ça peut être beaucoup plus porteur. Ces formations sont accessibles gratuitement à partir du moment où on adhère à la démarche Vivons en forme. Donc vous voyez le panel, mais pour ceux qui sont loin, c'est pas facile à lire. On peut repasser celle d'avant. Il y a sur les bons comportements alimentaires, sur le sommeil de l'enfant, il y a eu des activités qui s'appellent Bouger avec les actifs. Pédagogie, c'est pour mettre en place des jeux dans le cadre des activités du périscolaire et des accueils de loisirs pour travailler par le jeu sur de la pédagogie d'éducation. Voilà. Et dernière, je crois qu'on arrive au bout. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le programme, c'est que quand on met en place des animations, à chaque fois, il y a un petit livret qui s'appelle les petits guides parents ou les questions de parents qui sont donnés aux familles ou aux enfants. Donc celui-là, il est pour une future maman et son bébé. Il en existe une quantité assez importante puisqu'on a les bonnes portions alimentaires, le sommeil, les écrans, les 6 ans, 6 ans pas du tout, 6 mois, 1 an pour les premiers pas. On va bientôt avoir jusqu'à 3 ans, puisqu'il y a un prochain qui va sortir. On a les fruits, on a les friandises, on a le pique-nique. Voilà, tous ces petits livrets sont à disposition gratuitement, de manière à être donnés aux familles dès qu'on met en place des animations ou autres. Voilà, nous, on a un forum petite enfance fin mars et on va inviter tous les jeunes parents. Et pour les jeunes parents, on va distribuer tous les livrets
pour qu'ils puissent avoir justement toutes ces infos. Et celui-ci, par exemple, il est à disposition. Je l'ai là, j'en ai 25. Ça devrait aller. Je pensais pas en avoir assez, mais ça devrait aller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque là, je ne peux. Il y a des posters, il y a des livrets d'animation pour que ce soit vraiment du clé en main. Voilà. Je sais plus si on a une autre. Voilà. Et ça, c'est tout le volet senior qui est en cours de développement pour 2022-2023, avec un gros book où il y a vraiment toutes les pistes pour pouvoir mettre en place des actions auprès du public senior. J'ai fait plus vite que la dernière fois. C'était parfait, Madame Germain. J'avais peur d'en dire trop. En tout cas, si vous avez besoin d'exemples ou autres, Oui. je suis à votre disposition. Absolument. Merci beaucoup d'avoir amené vos compétences jusqu'à nous pour nous expliquer ce sujet qui est, ma foi, extrêmement important et tout à fait intéressant. Clairement, dans la manière de faire, ce que l'on ouvre, c'est un sujet. Et le premier temps, ce serait déjà la mise en place d'un diagnostic qui permette après d'aller, dans un deuxième temps, et selon l'adhésion des communes, etc., aux outils qui ont été aussi ici décrits. L'idée, vous l'avez bien entendu, c'est aussi de former des relais dans les communes. Hein, on n'est pas dans le faire, mais on est dans l'aider à faire. C'est comment on fait pour mutualiser, avoir accès à ces outils, où commune par commune, on y va peu, hein, puisque quand même, si on prend l'ensemble des communes ici, elles sont très peu nombreuses à s'être un petit peu lancées dans ce sujet qui pourtant est en prise avec le quotidien de nos citoyens, avec deux cibles qui paraissent assez évidentes, en effet, les enfants via le scolaire, les seniors voire, via le sport adapté, etc., donc dans nos compétences gérontaux. Et c'est vrai que la coordination des politiques scolaires, sportives et culturelles font partie de nos compétences. Et voilà, on sent bien, on a parlé de développement durable, il y a plein de sujets qui s'entrechoquent. L'idée, c'est bien de déjà faire ce diagnostic. Je pense que c'est le préalable pour savoir où chaque commune en est, et sur lequel on peut après engager, selon la situation de chacun, des actions. Vous l'avez entendu, ça repose aussi sur l'implication des communes, puisqu'il faut un relais dans les communes. Hein, ce n'est pas le CEO qui fait cela, parce qu'il faut que ça puisse vivre au quotidien, en tout cas par des rendez-vous très réguliers à l'intérieur des communes. Donc ça, tout ça est à construire, mais en tout cas, on a ici un sujet d'ampleur qui touche l'ensemble des communes et qui impacte directement une grosse part de la population. Donc c'est en cela qu'on vous propose d'avancer sur ce sujet via notre vice-présidente. On va voir un peu comment ça se répartit sur la compétence, mais en tout cas, c'est elle qui a porté ce sujet et qui a été revenue dans des commissions. Et c'est encore une fois une ouverture très forte. Pour le diagnostic, en fait, il y a un outil qui est clé en main parce qu'en fait, ils font énormément d'évaluations puisque le programme il est reconnu avec des publications pour montrer vraiment l'efficacité du programme. Et il y a tout un dossier pour faire ce diagnostic qui est proposé aux villes. Et ensuite, il y a une enquête qui est fournie pour la donner dans les écoles de manière à pouvoir la réaliser. Et ils font l'étude statistique de l'enquête derrière. C'est vraiment du clé en main. Ce qui nous permet, a priori, de pouvoir avancer de manière très abordée, plus vite, mais surtout que chacun puisse appréhender le sujet dans toutes les communes. Ce qui, pour moi, est vital si on veut que ça apporte sur le moyen et long terme, comme vous avez pu le faire à votre endroit, vous avez mis ça en œuvre, et vous le portez depuis de nombreuses années. 14 ans. Beau bail. Merci beaucoup, Madame Germain. Okay, très bien. À toi de te lancer. Plus de services aux communes. Prévention santé. Oui, c'est ce qu'on vient de passer. Donc là, c'est toi qui te lances sur les services aux communes. Alors, comme on est dans les nouveautés, eh ben, il y a pas mal de nouveautés 2022 aussi que nous vous proposons pour, notamment au niveau des services aux communes. Tout d'abord, une extension des prestations du service urbanisme. Hein, il y a eu une réunion spécifique avec notre responsable de service. Et donc, il propose différentes choses, notamment le recollement, d'aller plus loin aussi sur les dossiers de publicité. Donc, un courrier est parti déjà
dans toutes vos communes à ce sujet-là. Nous projetons aussi de mettre en place une plateforme collaborative à usage des élus et des agents des communes. C'est une grosse orientation que nous avons essayé de mettre en place à partir de cette année, c'est-à-dire d'intéresser beaucoup plus l'ensemble des participants, c'est-à-dire pas limiter donc au CIVOM les élus, mais également essayer de faire adhérer les agents de manière à ce qu'ils appréhendent davantage le CIVOM et qu'ils s'y intéressent davantage et que tout le monde participe. Améliorer l'accès des communes à leurs fonds d'archives et par l'acquisition d'un module, donc ça bon, c'est un petit budget. Les archivistes, comme vous le savez et vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ils réalisent un travail qui est assez conséquent. Et nous avons aussi lancé un courrier tout dernièrement pour ouvrir ce service aux communes qui ne font pas partie du CIVOM, tout comme le service urbanisme, puisque vous le savez, il y a des communes qui désirent sortir du CIVOM, mais tout en conservant les services du CIVOM. Donc c'est quelque chose que nous étudions. C'est un peu facile, mais bon, on étudiera un peu les possibilités et la façon de faire. La reconstitution des registres des délibérations, manquant par le service des archives, là c'est aussi quelque chose qu'il nous propose donc en sus que d'habitude. Et alors un état des lieux des besoins des communes en termes de services aussi, d'autres services qui pourraient être reportés par l'Alliance, une mutualisation des logiciels, le CSU. Au niveau des logiciels, il y a déjà une petite avance qui a été faite au niveau des logiciels des RH et comptabilité, puisque ça va changer dans les années qui viennent. Donc ça serait intéressant de pouvoir mutualiser l'acquisition tout au moins, faire un marché commun, et puis aussi au niveau de la plateforme collaborative, quand on voit un peu les difficultés qu'ont les services avec ces logiciels et qui passent des heures avec les plateformes, et peut-être que ça serait plus intéressant de passer d'abord par le CIVOM, parce que je suis persuadé qu'au niveau de chaque service de nos communes, les problèmes sont récurrents et sont dans une commune, donc puis dans une autre, et je suis persuadé qu'on peut trouver la solution non pas avec la plateforme du logiciel, mais entre nous. Ça permettrait de gagner du temps et puis d'avoir une meilleure confiance les uns aux autres. Pour partir maintenant... Avant peut-être d'engager la partie très financière en substance sur ce chapitre, très clairement, ce sont que des points qui émergent des communes, qu'elles soient des élus ou des services. La plateforme, si je prends l'exemple de la plateforme collaborative, c'est clairement l'échange de savoir. Quand il y a des, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, il y a des communes plus ou moins constituées avec des équipes plus ou moins fortes, et évidemment il y a des échanges de savoir qui seraient profitables aux uns et aux autres, et c'est le premier sens même de l'Alliance Nord-Ouest. Je reprends par exemple reconstitution des registres de délibération. C'est un constat dans les communes, dans leurs archives, il y a parfois, assez régulièrement, des registres de délibération manquants, etc. Et les archives proposent de travailler à partir de documents tiers, c'est-à-dire d'autres délibérations qui font référence, etc., d'arriver à reconstituer des éléments manquants des archives communales. Donc un sujet très technique en soi, mais qui, à mon avis, serait d'un grand recours pour les communes. Donc tout ceci est vraiment très riche et prometteur. On s'attache particulièrement à ce qui est de ce lien avec les services et les communes au premier degré. Merci. Donc au niveau purement financier de ce ROB, 2021 bien sûr a été une année où tout ce qui était prévu n'a pas été réalisé, donc bien entendu les recettes avaient été appelées et les dépenses n'ont pas été réalisées. Donc pour 2022, nous prévoyons donc une baisse des recettes, puisque nous avons
fait déjà ses recettes en 2021 pour des opérations qui n'ont pas eu lieu, mais qui auront lieu, nous l'espérons fortement, en 2022. Donc nous allons baisser les recettes. Le reversement de la cession câble, il y a un décalage entre le reversement en fonctionnement et la recette en investissement. Ça, vous le savez, on le dit depuis des années, on le dira bientôt plus, puisque de toute façon, en 2023, c'est terminé. Donc l'exercice sera déficitaire, mais bien entendu, comme dans beaucoup de nos communes, il sera équilibré par une reprise donc sur nos excédents. Si on regarde les chiffres bruts, vous avez un CA 2020 qui avait été excédentaire de 268 800 euros. Le CA estimé 2021, lui, sera excédentaire de 876 euros. Le budget 2022, on le prévoit donc en déficit de 330 000 euros, puisque nous appelons beaucoup moins de recettes que nous ne prévoyons de dépenses. Au niveau de la section d'investissement, nous reportons sur le budget 2022 les engagements EHPAD que nous n'avons pas réalisés. L'appel d'offres que nous avions fait ne nous satisfaisait pas du tout. Donc, nous relançons donc le projet. Vous avez vu tout à l'heure au niveau de l'EHPAD que nous prévoyons donc un beau budget de 300 000 euros qui permettra de faire une partie de ce qui était prévu l'année passée, mais également le renouvellement de certaines fenêtres qui le demandent vraiment d'urgence. Cet exercice sera lui aussi également déficitaire, mais l'équilibre sera assuré par une reprise sur les excédents, puisque le déficit est évalué à plus de 220 000 euros. Oui, avec après deux exercices 2020 et 2021 qui étaient en excédent globalement de 129 000 et de 80 000. Donc vous voyez que le déficit de 2022 est couvert par les deux excédents des 2 années précédentes. Nous vous proposons aussi un précompte administratif 2021 un peu plus détaillé. Alors bon, après si vous l'avez tous sous les yeux, donc je ne vais pas aller vous relire globalement les chiffres des chapitres 11, 12 et ainsi de suite. Seulement vous prendre les totales des dépenses réelles qui s'élèvent à 1 619 000 alors que les recettes réelles s'élèvent à 1 608 000. Les opérations d'ordre s'établissant à 26 000 en dépenses et à 38 000 en recettes. Le total donc s'établit à 1 646 000 des deux côtés, mais 84,10 € pour les dépenses et 960,89 € pour les recettes. Ce qui nous fait donc presque un résultat équilibré globalement. Au niveau des résultats d'investissement, ben là il n'y a pas eu beaucoup de dépenses d'investissement donc cette année, un peu plus de 22 000 euros, plus les opérations d'ordre. Alors les opérations d'ordre, ce sont des opérations bien sûr sur les amortissements, essentiellement pour 26 000 euros. Et donc les recettes, ben, c'était 113 000 euros le câble plus la SCTVA. Le câble qui est donc lui reversé au niveau donc du fonctionnement. Nous avons des recettes en investissement et la dépense en fonctionnement. Nous vous proposons un petit graphe qui résume un peu tout ce qui vient d'être dit. Vous pouvez voir que ça se reflète exactement avec un CA estimé 2021 qui est quasi à égalité, avec donc des dépenses 2022 nettement supérieures aux recettes pour le fonctionnement. Et quand vous reprenez la même section, mais au niveau des chapitres, vous pouvez constater que les subventions sont ce qu'il y a de plus important donc dans nos dépenses, suivi de près par les charges de personnel et les charges générales. Reversement réseau câble, c'est très peu de choses, amortissement aussi, et les autres dépenses très très réduites. Au niveau des recettes, évidemment, la plus grosse partie, c'est la fiscalisation, suivie donc des charges personnelles sur le CA 21.
Donc les deux graphes se ressemblent comme deux petits frères, évidemment, puisque c'est toujours à peu près la même chose. Au niveau de la situation financière, pour répartir les dépenses de fonctionnement du chapitre 65, c'est les charges de gestion courante, c'est les indemnités et les subventions. Donc là, ça tourne autour de 720 000 euros, sachant qu'il y a déjà à peu près 600 000 euros de subventions globalement. On continue avec les recettes de fonctionnement. Bon, les contributions, évidemment, c'est 800 000 euros de chaque côté. La TPU, qu'on continue à percevoir. Les facturations, EHPAD, archives et urbanisme. Donc ça, ce sont des services extérieurs, qu'on peut appeler. Les autres recettes sont négligeables. Au niveau des contributions fiscalisées, vous pouvez voir que de 2020 à 2022, les contributions baissent, puisqu'elles étaient appelées 1 200 000 en 2020, elles sont passées à un peu plus de 800 000 en 2021 et frôlent les 800 000 pour 2022. Au niveau des investissements, donc là, vous avez des graphes qui sont très très parlants, puisque pour 2020, le CA, pas mal de recettes, très peu de dépenses. 2021, un peu moins de recettes et un peu plus de dépenses. Et puis en 2022, évidemment, avec notre prévision de travaux sur l'EHPAD qui s'élève à 300 000 euros, là, il y a donc une grosse variation. Au niveau des effectifs, là je vous parle uniquement des effectifs donc du CIVOM, hors EHPAD, donc catégorie A, B et C. Donc là je n'ai pas grand chose à vous expliquer par rapport aux camemberts qui vous sont présentés, ils parlent d'eux-mêmes. Les effectifs ont baissé depuis 2018, puisque en 2018 nous étions 2 de plus ou 3 de plus. En 2021, j'ai pas l'échelle, mais enfin bon, on est à 8, 2, 5, 8, oui, une dizaine. 12 personnes globalement. Dont 3 pour l'urbanisme, 2 pour les archives, et puis le reste pour les services communs. Au niveau de l'état de la dette, on rappelle seulement qu'il y a eu un emprunt en 2013 qui a été remboursé intégralement en 2019. Je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire de plus sur ce débat d'orientation budgétaire que nous allons pouvoir commencer dès maintenant. On a vu ici les conséquences de l'organisation qu'on vous a proposée sur les dépenses non engagées d'une année, qui ont donc été appelées en contribution. L'année suivante, on répercute cette recette supplémentaire dans un appel minoré des contributions. Donc on est logique avec ce qu'on vous a proposé de fonctionnement. Et après, on va appeler, concernant l'investissement, on va appeler sur nos réserves, puisque l'idée, c'est bien de les utiliser. Vous savez, concernant l'EHPAD, il y a 2 éléments, ceux de l'année dernière. Les conditions sanitaires de l'année dernière nous ont mis en grande difficulté de pouvoir trouver les entreprises et que les entreprises disposent du matériel nécessaire. Donc c'est pour ça qu'elles ont été, pour grande partie, reportées à cette année. On espère tous, même si dans chacune de nos communes, on voit bien un petit peu la difficulté quand on a des chantiers qui se font jour. Mais on espère bien quand même venir à bout de ces travaux et de continuer dans cette voie. Voilà globalement. Vous avez vu l'aspect financier, vous avez vu aussi l'aspect des intentions résultant du travail clair des élus sur les commissions, etc., etc. Aujourd'hui, si vous avez des remarques, c'est un rapport, mais qui est à débattre. Donc, s'il y a des interventions, c'est maintenant qu'elles doivent se faire. Monsieur Pira, on va avoir un micro. Bonjour. Donc, chers collègues, je voudrais revenir sur un point de ce ROB concernant l'EHPAD. Donc, je note une dépense de 305 000 euros
pour le matériel d'animation et pour les travaux de rénovation. Donc vous nous avez expliqué ce qu'il en était, hein, vous avez précisé. Bon, par contre, nous savons que les dépenses de rénovation de cette EHPAD reviennent aux locataires par la convention qui lie le CIVOM à Villogian. On suppose qu'il y aura donc d'autres travaux de rénovation qui vont avoir lieu et nous posons la question de savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a un plan qui s'est dégagé? Est-ce qu'on va découvrir d'année en année ces travaux de rénovation? Bref, quelles suites dans les rénovations sont encore prévues? Et je profite de cette occasion pour vous demander si une réflexion est en cours quant à l'avenir de l'EHPAD suite aux remarques de l'audit à ce sujet. Dans les faits, concernant la deuxième partie de la question, j'ai déjà répondu aux mêmes questions au dernier comité syndical. Je ne vais pas les réitérer à chaque fois. Aujourd'hui, l'établissement fonctionne. Comme je l'ai souligné, il y a eu de la communication presse suite aux interventions du comité de juin l'année dernière, et ça nous a amené à être sollicités par des organismes. Aujourd'hui, clairement, nous n'avons pas de velléité, en tout cas immédiate, sur le fait de céder l'établissement ou autre chose. Ça ne nous empêche pas d'écouter, nous ne sommes pas sourds, et comme on nous contacte, on reçoit les gens et on écoute, mais c'est pas notre intention. Voilà, c'était déjà ma réponse au précédent comité, c'est toujours la même aujourd'hui. Concernant les travaux, en réalité, il y a eu un travail de fait l'année dernière, si vous vous en souvenez, on en a parlé, sur une programmation tenue par le comité de direction de l'établissement, qui a établi des priorités sur des travaux réalisables. Pour ce qui nous concerne, on aurait mis dès l'année dernière les fenêtres, puisque ça nous paraissait plus opportun, mais eux sont dans le fonctionnement et donc ça avait priorisé d'autres éléments. Il n'y a pas d'élément. Les fenêtres, c'est vraiment un élément d'importance parce que c'est, pour vous donner un peu idée quand même, il y a une ou deux fenêtres, je pense, qui ne sont plus du tout en fonctionnement, voire il y a une qui est tombée de mémoire. Donc il y a réellement urgence sur le sujet. Et puis il y a un enjeu énergétique, en l'occurrence, bien évidemment. Si on travaille sur les menuiseries, on en tirera profit concernant les consommations. En toute transparence, s'il est un autre sujet, de mon point de vue, qui est moins apparent, mais qui concerne tout ce qui est plutôt écoulement, évacuation, c'est-à-dire tout ce qui est fluide, là je pense qu'il y aura un travail rapide à faire. Pour le reste, sur les programmations de l'année dernière qui étaient travail autour des salles de bain, etc., après vraiment analyse, et on a pu trier, il n'y a qu'une partie réellement qui est à faire, il n'y a pas réellement d'urgence. Après, il y aura on va dire un peu d'embellissement, mais qui est quand même au quotidien d'importance. Il y a des couloirs qui ont souffert du temps, donc il y aura forcément des travaux du type peinture, etc., etc. Après l'actualité extrêmement immédiate, puisqu'elle date de vendredi, les événements climatiques de vendredi ont eu des répercussions dans l'ensemble de nos communes. Il s'avère qu'on va regarder de près, mais il y a quelques tuiles qui sont tombées, donc on ira voir de près sinon on n'avait pas de problème de toiture réellement. C'est le vent qui a eu une action là-dessus, mais forcément ça générera une actualité sur cette nature de travaux. Oui, on a aussi un chantier en cours autour du SSI, c'est-à-dire de tout ce qui est sécurité incendie. Alors, c'est un matériel qui est obsolescent et il est, à mon avis, upgradé, surtout qu'à mon avis, au niveau des normes, etc., il y a eu d'énormes progressions, et ça serait bien et on serait plus serein avec un système renouvelé qui prendrait la totalité et qui permettrait de travailler des éléments qui ne sont pas travaillés aujourd'hui autour d'ouverture automatique sur des portes qui ne sont pas gérées, il y a des progressions à avoir.
Voilà les sujets globalement qui pourraient venir sur l'établissement. Monsieur Brognat. Monsieur le Président, écoutez, je voudrais déjà vous remercier de la présentation, Monsieur Sass, merci beaucoup. Et je voulais vous confirmer la confiance de Vambrochy dans sa participation au CIVOM. Je vois que vous tenez les engagements sur lesquels vous êtes engagés, à savoir développer de nouvelles compétences. Je pense qu'au travers de la présentation de ZROP, il n'y a pas vraiment photo, effectivement, on développe de plus en plus de compétences et l'intercommunalité trouve tout son sens dans tout ce que vous avez présenté ce soir et je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je parlerai juste sans vouloir, mais on parle au-delà des compétences, on parle de services apportés, etc., hein, parce que pour pas revenir sur cette dialectique inutile, nous on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, on sait les services qui nous sont demandés par les communes. On est tout à fait dans ce cadre-là de services communs qui rendent service à chacun. Je sais bien. Je le précisais simplement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci également pour la présentation des éléments. Donc on nous demande de voter un budget qui est pour 2022 déficitaire à la fois Si sur vous le voulez bien fond. vous présenter. Non, et puis je suis désolé, là on ne demande pas du tout de voter le budget, c'est un robe. Là vous votez pas le budget, c'est un débat. Le budget sera voté dans quelques temps. Très bien. Il y a 2 temps. Hein. Là, on présente les intentions et il y aura le vote du budget qui viendra dans quelques semaines. Donc simplement, effectivement, je me suis mal exprimé. Simplement, donc on présente un ROB qui est déficitaire à la fois sur le fonctionnement et l'investissement. Et j'ai bien compris qu'on allait puiser effectivement dans nos excédents précédents, les réserves, pour pouvoir combler le déficit. Simplement, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de nos réserves, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour bien s'assurer quelque part, même si j'ai pas de doute là-dessus, mais qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. C'est une excellente question et qui m'avait aussi, on aurait pu le préciser dans les faits, ça revenait systématiquement dans les chiffres qu'on présentait et du coup qui se mêlaient, etc. Si tu les as en tête. J'ai pas les chiffres exacts, mais si vous voulez, c'est une paire de millions. Quoi. Oui, une paire. Ouais. C'est entre 1 et 2 millions, en l'occurrence dans chacun des 2 secteurs, donc on est vraiment en forte marge. Pour rappel, hein, si on fait des exercices déficitaires, c'est clairement volontaire dans l'engagement, comme c'était souligné, de ce qui a été convenu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas appeler, on ne veut plus appeler sur les communes des dépenses qui n'ont pas lieu. Donc c'est bien ce qu'on avait mis l'année dernière concernant le fonctionnement, que l'on met en recette cette année, et c'est pour ça qu'on ne les appelle pas. Ça fait forcément apparaître un exercice déficitaire, puisque nos recettes de l'année dernière arrivent dans les réserves. Vous voyez, c'est toujours ce système-là. Sur les investissements, on avait, vous savez que la masse de réserves d'investissement que l'on a est née de la procédure autour de la vente à numéricable qui rentrait en investissement et que nous ne pouvions ressortir vers les communes qu'en fonctionnement. C'est ce qui a généré ce résultat et qu'on exploite aujourd'hui sur des travaux ou sur tout autre projet d'investissement qui se ferait jour sur n'importe quelle compétence, bien sûr. Hein. Mais aujourd'hui, c'est là où on va l'épuiser. Vous me rappelez la commune, s'il vous plaît ? D'ailleurs, pour appuyer ce que disait Monsieur le Président, sur les chiffres que je vous ai donnés il y a quelques instants, sur une des diapositives, on reprend les résultats de 2020 et de 2021. Donc, ils étaient excédentaires, le premier de 130 000 euros, le deuxième de 80 000 euros, ce qui fait 210 000 euros d'excédent. Et vous voyez que sur 2022, on fait 222 000 euros de déficit. Donc, si vous prenez les 3 derniers exercices, bien sûr, le budget, c'est pas le CA, et si vous prenez les 3 derniers exercices, ça vous fait un déficit global de 10 000 euros. Intervention ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'avais une intervention sur ce ROB. Alors, j'oserais pas dire que c'est un ROB qui est historique, mais en fait, c'est vrai que ça doit pas être si fréquent, effectivement, d'avoir un budget déficitaire
en fonctionnement et en investissement, et je trouve que c'est une très bonne chose. J'en suis très heureux, bravo, d'aller dans ce sens-là, puisque effectivement on a des excédents qui représentent une paire de millions, et même peut-être plusieurs paires de millions, puisque je crois qu'il était à 3,7 l'année dernière, mais ça demande confirmation. Ça aurait été intéressant de l'avoir. On cumule sur les deux, 3 millions et quelques, ouais, investissement plus fonctionnement. C'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas être loin d'1 million, 1,5 million, 1,7 million, selon les... D'accord. Ouais. Je voulais vous faire une petite taquinerie et vous dire que finalement on pourrait presque aller beaucoup plus loin, parce qu'on pourrait presque se passer de contribution pendant 1 an et utiliser quasiment l'excédent pour pouvoir remettre les comptes à plat et remettre un petit peu à niveau ce qu'on prélève et ce qu'on investit, enfin en tout cas ce qu'on redonne en service. Oui, si je peux me permettre, si dans l'année prochaine on fait 500 000 euros de dépenses à l'EHPAD, la facture sera beaucoup plus élevée. Oui. Si on coule nos excédents, derrière on fait plus rien. Oui, d'accord, mais je crois que l'enjeu c'est effectivement d'avoir un budget qui soit bien équilibré entre ce qu'on prélève, et c'est vrai qu'on l'avait noté, hein, et j'étais intervenu dessus les fois précédentes. On avait une petite dérive qui entraînait beaucoup d'excédents, hein, qui montrait qu'il y avait quand même une mauvaise un peu ajustement, hein, des choses. Et là, je vois qu'il y a un réajustement, donc c'est très bien. Alors, est-ce que faut s'en réjouir? Moi, je dirais que oui. C'est pas forcément, par contre, le signe d'une nouvelle dynamique budgétaire, parce que ce qu'on remarque, c'est que en fait, on a quasiment les mêmes services et les mêmes dépenses en fait en fonctionnement, hein, d'1 800 000, en tout cas les mêmes dépenses estimées. On avait estimé la même chose, hein, en 2021. Alors on voit bien que y a une communication qui amène à montrer qu'on a de nouveaux services, hein, auprès des communes. Bon, je les trouve dans l'ensemble très bien. Peut-être un bémol sur le service civique. J'ai toujours une vraie difficulté avec ça. Bon, avant on avait un emploi et un salaire. Aujourd'hui on a des missions et des indemnités. Je sais pas qui peut vivre avec 580 € par mois, et je sais pas si l'objectif de nos institutions c'est d'augmenter, d'aller plus loin dans ces dispositifs-là, qui me sont, à mon avis, des dispositifs temporaires. Étant donné qu'après la crise sanitaire, on a a priori une croissance économique qui revient à la hausse, peut-être que ces investissements-là pourraient aller dans d'autres cibles, notamment dans les politiques de l'emploi durable ou de l'apprentissage, par exemple. Enfin, ça c'est une parenthèse. Donc après, effectivement, il y a beaucoup de services qui nous sont montrés, qui nous sont proposés. Bon, on voit qu'on est dans le prolongement du travail des communes, pourquoi pas, mais bon, ça dit pas grand-chose sur la spécificité de la politique syndicale. Dernière chose peut-être, donc l'exercice, en fait, voilà, il est déficitaire avec la baisse sensible des recettes de fonctionnement. Et puis on a une vraie question sur l'investissement. Alors je vais peut-être revenir sur les propos de mon collègue Pierre-Yves Pirat, mais on a quand même un sujet qui est central dans ce CIVOM, c'est celui de l'EHPAD. Il est absolument, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et en fait, on investit dans un bâtiment. Alors déjà, on peut noter qu'il y a eu quand même un sous-investissement ces dernières années dans cet EHPAD. Voilà, je suis pas sûr que, je sais plus comment les propos de Madame le maire de Saint-André, mais l'image moderne et positive de l'établissement, pour l'instant, j'en suis pas totalement certain, étant donné l'état du bâtiment. Donc effectivement, il y a un besoin d'investissement dans cet établissement. Mais on a plusieurs éléments conjugués qui quand même doivent nous alerter et nous amener à réfléchir plus en profondeur sur cet établissement. Donc l'audit, on en a déjà parlé, la question de la gestion de l'audit, le sous-investissement, et puis le fait qu'on investit sur un bâtiment dont on n'est pas propriétaire. Donc on a quand même un héritage d'un vieux montage. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, je ne sais pas s'il n'y a pas lieu de le remettre à plat pour clarifier les choses et pour engager des investissements sur un bâtiment dont on peut être sûr de sa pérennité, d'une gestion pérenne, etc.
Donc voilà, on se pose une vraie question quand même sur justement sur ces investissements. Et est-ce que justement c'est pas le bon moment, au moment où il y a une volonté de réinvestir sur ces bâtiments et qu'il y a une vraie nécessité, de remettre à plat ce vieux système, ce vieux modèle de gestion? Est-ce qu'il est toujours cohérent? Est-ce qu'il est toujours pertinent par rapport aux besoins de l'EHPAD? Merci. Merci déjà de nous féliciter de l'avancée et du travail qui est réalisé. On l'enregistre avec plaisir. Je pense que de toute façon, c'est en lien direct avec l'opérationnalité de ce que l'on propose. Concernant le sujet, puisque vous en faites votre sujet central autour de l'EHPAD, chacun gère comme il l'entend. En tout cas, moi, en tant que président de l'Alliance Nord-Ouest, je réponds, et je répondrai toujours à mes obligations. En l'occurrence, nous avons des obligations contractuelles concernant ce bâtiment, et j'ai quand même des gens qui demeurent et qui travaillent à cet endroit. Il est donc hors de question de jouer petit bras ou sans lendemain, en se disant, advienne que pourra sur un avenir, peut-être que dans quelques années, allez, on vend tout ça et puis chacun se débrouillera. En tout cas, moi, je n'entends pas les choses de cette oreille. Et bien qu'en portant beaucoup d'attention à ce qu'on fait autour de cet établissement, et on parlera tout à l'heure de différents protocoles qui ont été passés, etc. Donc nous sommes très très proches du sujet. Je n'augure pas de ce qu'il y aura dans 10 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des gens vivent et travaillent dans ce bâtiment et que nous dépenserons, tant qu'on en a les moyens et que tout le monde en est d'accord, l'argent nécessaire à ce que ça se passe correctement pour les occupants. Et je le rappelle, c'est une obligation contractuelle. On peut mettre en cause, on peut parler de ce que l'on veut, de ce qui s'est signé il y a 40 ans. Je n'y peux pas grand-chose. Et de toute façon, on agit donc en fonction du contexte qui est le nôtre, dans le bien, toujours le même esprit, le bien des usagers, qu'ils soient dans les communes, ou en l'occurrence qu'ils soient dans cet établissement. Voilà pour ma part. On vous redonnera le chiffre exact, on vous partagera le chiffre exact des réserves dans les deux secteurs investissement et fonctionnement, pour chacun. Et de toute façon, dans quelques semaines, on se revoit sur le budget, on repréciserait dans ce cadre-là, puisque là, on sera beaucoup plus précis sur les chiffres. Est-ce que je peux avoir un petit complément? Juste un petit. Je me permets un petit complément par rapport à votre remarque sur l'EHPAD. Je voulais juste vous dire que c'est pas moi qui en fais un sujet central. Je crois que c'est le sujet central du CIVOM. Ça, c'est une première chose. Après, vous avez raison dans votre réponse, mais vous oubliez une dimension. Vous êtes en responsabilité. Vous êtes en responsabilité pour prévoir et pour envisager l'avenir de l'EHPAD. Donc, dans ce cadre-là, nous, on fait une proposition quelque part. Ça serait de créer un groupe de travail ad hoc, tel que le prévoit le règlement intérieur du CIVOM, qui permettrait justement d'évaluer ce montage avec Veolia. Et c'est peut-être le bon moment pour le faire parce que il y a un bail qui est renégocié tous les 10 ans et je crois qu'on va arriver bientôt à la renégociation du bail. Donc c'est peut-être le bon moment pour le faire. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qui a été signé il y a longtemps que on doit pas aujourd'hui le questionner, le remettre en question. Et puis, ça serait la possibilité d'avoir une anticipation en transparence. Je dis pas que ça soit pour demain ou pour après-demain, ça sera peut-être pour beaucoup plus tard, mais d'anticiper en transparence l'évolution de la gestion et le futur de l'EHPAD avec les partenaires, les partenaires du secteur médico-social qui pourraient être associés au sein de ce groupe de travail. Donc voilà ce qu'on pourrait vous demander, parce que on voit que dans la façon, et on y reviendra systématiquement, parce que en fait, vous ne prenez pas les devants à présenter ce sujet, qui est encore une fois un sujet central pour l'avenir du CIVOM et pour l'EHPAD, avec des besoins qui sont d'actualité et aussi une anticipation des besoins à long terme. Voilà ce qu'on vous demande. On vous a entendu, cependant je réitère, l'EHPAD, s'il est un sujet important, il est aussi un sujet important en termes de financiers, mais il reste un sujet parmi tous ceux que traite l'Alliance Nord-Ouest, et donc je réitère que ce n'est pas le sujet central. Mais c'est une question qu'on travaille régulièrement, et je rappelle qu'il y a
une commission qui existe autour des sujets de la gérontologie et donc de l'EHPAD et qui a à prendre en charge ce sujet-là et revenir vers les instances quand elle le jugera nécessaire. Mais sachez, je vais dire que, comme je l'ai dit, on a reçu sur interpellation, etc., etc. Donc on travaille et on connaît bien l'ensemble des données. Et quand le sujet devra s'ouvrir, ou il s'ouvre par la commission, ce sera comme prévu dans notre procédure, à travers les sujets, les vice-présidences et les compétences. Merci. Nous allons passer. C'est la grande différence avec la version précédente, c'est que ça se vote. Donc, qui vote contre, qui s'abstient. 3. Merci beaucoup. Nous pourrons donc passer. Je pense que c'est encore, je sais pas, Michel. Alors, j'ai deux petits rapports à vous proposer encore pour les finances. Tout d'abord, fixer le coût de la prestation de services instructeurs pour l'urbanisme, pour les communes non adhérentes au CIVOM, c'est-à-dire les quelques 15 communes extérieures. Et on vous propose donc de reconduire le coût de l'acte pour DERE comme celui de l'année passée, il était de 243. On vous propose donc de le maintenir à 243 €. Cette décision, s'il n'y a pas d'autre commentaire, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Ensuite, le rapport numéro 3 concerne la comptabilité du CIVOM, mais surtout celle qui est tenue donc au niveau de la trésorerie. Les écritures que je vais vous indiquer maintenant n'entreront absolument pas donc dans les chiffres du compte administratif 2021 ni 2022. Il y a une petite différence entre chez nous, vous savez qu'il y a le compte de gestion et puis il y a le compte administratif, et il y a une différence de 147 201,26 € qui ont été comptabilisés en classe 6 sur l'exercice de 1999. Alors vous voyez, la trésorerie repointe ses comptes, remonte quand même à quelques 20 ans en arrière, mais enfin bon, on va quand même passer ces deux écritures afin que les chiffres correspondent de chaque côté. La recette correspondante avait été comptabilisée au compte 4542. Donc, pour régulariser tout ça, on vous propose de débiter le compte 4541 et de créditer le compte 1068 de ce montant pour régulariser donc et être en justesse avec donc notre trésorerie. Mais il n'y a rien qui passera dans nos comptes. Ce chiffre-là, ces sommes-là ne passeront absolument pas donc sur nos comptes administratifs. C'est uniquement au niveau de la trésorerie, mais c'est nous qui devons quand même passer les écritures parce que de toute façon, vous avez pu remarquer que dans nos comptes administratifs, on n'a absolument pas de compte 45 et 41. Et le 1068, c'est le compte qui sert à comptabiliser les excédents. Donc, on ne va absolument pas bouger à ce compte-là. On vous donnera, comme j'ai dit, confirmation sur les chiffres, mais je confirme à peu près 1,5 million et 1,8 million sur les deux secteurs. C'est bien sur le montant que j'évoquais tout à l'heure. Donc, concernant cette délibération de forme qui s'oppose, qui s'abstient, voilà, ça sera régularisé. La trésorerie sera contente et il faudra pour bien faire. Modification du protocole relatif au temps de travail applicable aux agents du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Les collectivités territoriales ont toutes été, en leur temps, rappelées à l'ordre concernant l'effectivité du temps de travail sur la base de 1607 heures annuelles. On a pris en main ce sujet, puisqu'il n'était pas jusqu'à maintenant, pour pouvoir travailler tout cela. On a un protocole que l'on vous propose, que l'on vous soumet aujourd'hui. Il a été élaboré en totale concertation avec le comité technique. Et il nous permet à la fois d'être conforme à la législation, bien évidemment,
mais aussi d'actualiser l'ensemble des dispositions. Tout avait pu être rebrossé avec le CT pour mettre à jour des choses qui étaient vieillissantes ou plus en adéquation. Et ce qui nous a permis aussi de revoir, par exemple, le statut des agents en repos variable ou travaillant de nuit, ou d'améliorer les autorisations spéciales d'absence. Il y a eu un certain nombre de progrès mis en regard de l'adéquation avec la loi et le cadre strict des 1607 heures. Pour rappel, donc ça a été validé en comité technique le 11 janvier dernier, sans aucune réserve. J'espère que tout le monde a pris connaissance. On ne va pas en faire la lecture ce soir, ça reste très technique. Y a-t-il des remarques sur ce protocole? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup. Dans le même esprit, nous avons établi avec, encore une fois, les équipes et le technique, un protocole d'application concernant le télétravail. Nous sommes aujourd'hui encore sur les normes particulières en fonction des conditions sanitaires, mais on s'ouvre sur le fait d'avoir des actions en télétravail permanentes. Et donc, on a élaboré avec l'aide des services et l'approbation du CT, les tâches qui sont télétravaillables, donc qui peut y accéder, etc. La procédure et la manière, tout ce que vous avez vu dans le contenu du protocole, avec une première phase qui est une phase d'application sur les 6 mois à venir, et demain matin, puisqu'il faut que ce soit voté ce soir. Une mise en application dès qu'on sort du contexte sanitaire particulier. On embraye tout de suite sur cette procédure et que l'on teste pendant 6 mois et on fera un retour avec les services de l'applicabilité s'il y a des choses à améliorer ou à modifier. En tout cas, tout le monde est content de l'avancée, de la description. Ça donne un cadre clair et écrit, donc les services en sont plutôt contents. Y a-t-il des remarques concernant ce protocole? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Télétravail. Recrutement d'un contractuel pour accroissement temporaire d'activité. Nous sommes, comme ça a été évoqué d'ailleurs au niveau du ROB, on se questionne concernant les archives, sur l'ouverture du service des archives, comme on le fait sur l'ouverture sur le service urbanisme. On est sollicité par plusieurs communes, donc on se questionne, on est en train de lancer, si vous en êtes d'accord, on lancera une petite étude pour avoir des retours effectifs. Cependant, aujourd'hui, nous avons une personne qui est chez nous au niveau du service archives, qui est en contrat, et on vous propose n'ayant pas encore les conclusions de ce que l'on peut faire au niveau de ce service, et dans le contexte qui est celui des perspectives des villes sortantes, etc., pour être fort clair, on vous propose donc de proroger ce contrat d'1 an pour pouvoir avoir le temps, ne pas faiblir quant au service qu'on rend aux communes, bien sûr, et de voir comment on peut s'organiser et de pérenniser le poste, selon l'évolution. Y a-t-il des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Rapport numéro 7. Adhésion au dispositif de signalement des atteintes à l'intégrité physique. Vous savez qu'il y a une obligation pour les autorités territoriales de mettre en place un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, soit la forme. Afin de permettre aux collectivités territoriales de répondre, le CDG 59 propose de mettre en place, il s'est organisé, il avait déjà une expérience par rapport à ça, et il propose donc un dispositif auquel l'adhésion est possible pour notre collectivité territoriale, et ce qui permettrait de pouvoir être réellement opérationnel dès demain matin s'il le fallait, de rendre ce service à nos agents, même si aujourd'hui on n'en a pas eu le besoin, mais on fait en sorte que ça puisse se libérer s'il y avait des paroles retenues ou quoi que ce soit. Toujours est-il que l'opportunité de la proposition du CDG nous permet dès demain matin de tourner la clé et d'avoir un process complet. Sachant que, comme adhérents, nous pouvons accéder au service, on passe juste une convention qui était jointe au document, et que ça peut se transcrire par différents dispositifs,
Et aussi, au-delà du recueil de l'orientation, puisque ce sont les deux grandes premières choses, c'est un numéro d'appel, un contact possible, etc. Et évidemment, la réorientation vers les services spécifiques ou vers des choses plus contractuelles encore. Au-delà de ça, cette première phase, il est proposé aussi par le CDG, du conseil en organisation, de la service de prévention, des enquêtes administratives ou même de la médiation professionnelle. Ces prestations, elles sont tarifées et elles ne sont facturées qu'à l'usage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de facture. Donc c'est une procédure qui nous va bien. Et donc on vous propose, par la qualité qui est proposée en général par le CDG et par le fait de pouvoir le mettre en œuvre dans des délais extrêmement courts, de pouvoir adhérer et de conventionner avec eux. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Concernant un sujet qui est toujours d'actualité, les tarifs d'hébergement de l'EHPAD. Le rapport numéro 8 concerne les tarifs de l'hébergement EHPAD Jourdain-Fosse. Alors le décret du 23 décembre 2021 qui est relatif au prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées prévoit une augmentation maximale de 1,97%. Donc nous vous proposons d'appliquer cette augmentation aux tarifs des résidents. Donc vous l'avez eu dans la délibération. Les tarifs en ce qui concerne les résidents arrivés avant le 1er avril 2020. Pour les plus de 60 ans, ils étaient en 2021 de 58,39 €, ils passeraient à 59,54 €. Pour les moins de 60 ans, étaient de 77,80 € en 2021, passeraient à 79,33 €. Pour les résidents arrivés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, ils étaient de 59,77 € en 2021, passeraient à 60,95 € en 2022. En ce qui concerne les moins de 60 ans, 78,97 en 2021 passerait à 80,53. Pour les résidents arrivés à partir du 1er avril 2021, pour les plus de 60 ans, ce tarif était de 61,77 €, passerait à 62,99 €. Pour les moins de 60 ans, 80,97 € en 2021 passerait à 82,57 €. Et pour les nouveaux résidents, donc arrivés à compter du 1er avril 2022, pour les plus de 60 ans, le tarif serait de 64,99 €. Et pour les moins de 60 ans, 84,57 €. Donc ces tarifs sont toujours plus bas que les tarifs des résidences publiques avoisinantes, de Vambrechy en particulier, de Marcq-en-Barreuil, et deux de Marcq-en-Barreuil et une de Vambrechy et deux de Marcq-en-Barreuil. On est encore en dessous des tarifs qui sont pratiqués dans les secteurs publics. Voilà, Monsieur le Président, pour cette présentation. Merci, Madame la Vice-Présidente. Pour rappel, c'est une opération, une décision que nous avons prise il y a quelques années, qui était le fait de dire pendant 15 ans, il ne s'est strictement rien passé, il n'y a pas eu de réévaluation, etc., ce qui nous a positionné extrêmement bas et mis quelque part un peu en difficulté l'établissement, puisque ses recettes ne progressaient absolument pas, alors que ses dépenses, par définition, augmentaient entre son personnel, les achats, etc., etc. Donc c'est une opération qui avait été décidée, sur lequel aujourd'hui, probablement, on va refaire l'étude, puisqu'on va parler ici de quelques chiffres, on va refaire l'étude pendant l'année 2022 de ce qui se passe au niveau des tarifications alentour, et probablement qu'on est à peu près, il reste peut-être un an de redressement, et ça devrait s'arrêter là concernant le réajustement. Sachant qu'évidemment, en termes de progression de recettes, vous imaginez bien qu'elle est faible, puisqu'elle ne s'applique qu'aux derniers arrivants. Donc forcément, le résultat, en termes de massification des gens qui sont adhérents, aujourd'hui, bien évidemment, la plupart sont plutôt sur le tarif antérieur de base. Voilà. Donc ça va prendre beaucoup de temps pour redresser ça, mais en tout cas, ça permet de remettre dans le bon sens et dans un souci de fonctionnement très immédiat,
l'établissement tarifaire. Oui, moi j'avais justement une question concernant cette double tarification. Enfin, donc vous nous confirmez que la tarification change selon la date d'entrée à l'EHPAD. Oui, en fait, on ne peut établir un tarif qu'annuellement. Donc en fait, nous ne tenions pas, la pratique eût été de dire en 2020, on augmente de 25%. Ça nous semblait quand même compliqué à mettre en œuvre, etc., etc. Donc on avait fait le choix, en comité, de faire ça progressivement. Donc forcément, l'augmentation, c'est vraiment selon la date d'entrée, et après ça se régulera à la sortie, si on fait ça encore un an. Après, il y aura que la progression contractuelle, on va dire, et donc ça s'effacera avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est bien à chaque fois, ça s'applique aux nouveaux entrants, hein, de date à date. Oui, mais donc en fait, pour le même service, les gens payent des tarifications différentes. Sauf à ce que vous considériez qu'on doit dire aux gens qui sont déjà en place, qui sont résidents, que, comme je le disais, on augmente leurs tarifs de 25% d'un coup. Ça ne nous semble pas du tout opérationnel et réaliste, puisque en fait, sont rentrés, eux, avec une tarification. Il peut y avoir une progression violente. Est-ce que le revenu leur permettrait, etc., etc. Après, il y a la question des aides, mais ça ne nous apparaît pas convenable. Donc oui, bien sûr, il y a un delta, et l'idée, c'est bien de réindexer les tarifs de l'établissement sur ce qui sera décidé finalement, et ça va prendre, comme le feu du canon, un certain temps pour se mettre en place et ajuster les résultats. Oui, j'entends l'idée générale de dire, voilà, il y a plusieurs tarifications pour un même service, certes, mais le tarif, ce devrait être le dernier. Mais nous avons considéré politiquement ensemble qu'il n'était pas correct, peut-être même pas envisageable, d'appliquer une augmentation qui ait été compliquée pour les résidents antérieurs. C'est vraiment un choix quasi social, hein, très clairement. Quand vous dites les mêmes services, bien sûr, il y a les mêmes services au titre de la prestation en soins, mais les charges en personnel augmentent, les charges, je veux dire, en fourniture augmentent. Avec la pandémie, comme vous le savez, il y a recours aux contractuels de façon complémentaire. Donc, il faut bien équilibrer. Donc, vous voyez, on suit en fait le décret qui est quand même l'augmentation maximale de 1,97% tel que c'est autorisé par la loi. Mais je veux dire, le même service, bien sûr, mais les charges augmentent. Et comme le dit Monsieur le Président, vous ne pouvez pas augmenter d'un seul coup. Quand on voit la différence, si vous voulez, par exemple, je vous ai parlé de Vambrechy, par exemple, il y a déjà un tarif de 6% plus cher par rapport au nôtre. Également Marc-en-Barreux, c'est plus 8%. Ça, c'est pour les résidences secteur public. Mais on ne peut pas se comparer avec les secteurs des résidences privées, puisqu'en fait, on ne peut comparer que des structures qui sont comparables. Le public, bien sûr, je pense que nous oui. Je revenais pas sur cette annonce de hausse, hein, autorisée par la loi. Hein. Je revenais sur le principe d'une tarification différente. Vous m'avez donné donc l'explication, je l'entends, et donc voici. Oui, je l'avais bien compris dans ce sens, monsieur Mira. On la soumet donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec ce qui est délibération. Il nous reste un sujet qui est un point de discussion. On va enchaîner tout de suite. Document. Débat sur les garanties de protection sociale complémentaires. Vous savez qu'il est fait obligation aux collectivités territoriales de porter à débat un sujet qui, de notre point de vue, n'en crée pas réellement, puisqu'il y a une obligation, il y a un cadre, etc., etc. Mais voilà, ce cadre légal, donc on s'y soumet. On va vous rappeler, en substance, c'est bon, protection sociale complémentaire. Je ne sais pas quelle connaissance vous avez du sujet. Vous savez qu'il y a des discussions nationales, un cadre qui a été défini, des dates qui ont été définies, ce qui reste pas très bien défini, c'est des bases tarifaires qui devront être établies de manière nationale. Je sais que c'est un petit peu zozoté en début d'année. Les partenaires sociaux, l'État et tout se sont rencontrés, ça a mal démarré. Ils ont fait un reset, ils sont repartis à zéro, et ils ont recommencé à discuter. On espère que ça va pouvoir avancer rapidement. Le cadre réglementaire, donc c'est une ordonnance du 7 février 21 qui parle de l'extension de la protection sociale complémentaire, qui nous impose un débat, pas de souci avec ça.
C'est une présentation, donc la présentation qu'on va vous faire, c'est pas des soumis à un vote, bien évidemment. L'idée générale, je suis pas sûr que ce soit le bon argument, mais l'idée générale, entre autres, c'était d'homogénéiser entre fonction publique et dispositifs mis en place dans le privé. De mon point de vue, il y a bien d'autres points qui ne sont pas équivalents dans les deux mondes, donc je suis pas sûr que ce soit le bon argument. En tout cas, le bon argument, c'est si on peut améliorer les conditions d'accompagnement en santé ou protection, nos agents, voilà, on est plutôt ouvert à cela plutôt que de l'argutie sur le pourquoi. On passe sur les principes généraux, on verra l'évolution de l'ordonnance, les données contextuelles, une petite synthèse. Les principes généraux. L'idée générale de la protection sociale complémentaire, c'est de travailler sur deux versants, la santé qui vise à couvrir tout ce qui est frais de santé, maternité particulièrement, et maladies ou accidents non pris en charge par la sécurité sociale. Donc en fait, ce qui est périphérique, ce qui n'est pas du premier degré de la couverture santé. Et dans un autre volet, la prévoyance maintien de salaire, pour aller vers la couverture de la perte de salaire liée à une maladie ou à une invalidité à capacité. Donc, sachant qu'il y a évidemment le versant décès, etc., par rapport aux ayants droit. Quel type de contrats seront proposés à nos agents? Aujourd'hui, il y a deux manières de faire. Une convention de participation, ça veut dire que l'employeur contracte avec un opérateur sur un dispositif, d'accord? Et l'avantage, c'est qu'en prévoyance, c'est une collaboration renforcée parce qu'on va travailler un organisme qu'on va consulter, avec lequel on va construire une solution qui va être propre à l'établissement, etc. Donc ce travail-là peut être intéressant dans la constitution de l'offre. On peut consulter les représentants parce qu'il y aura un interlocuteur, donc on peut les associer sans aucun souci. L'inconvénient, c'est que ce sera cet organisme-là. Tous nos agents, ce sera cet organisme-là et pas un autre. Et il n'y a pas de portabilité du contrat en cas de mobilité, comme c'est un accord qui est fait entre la structure et l'organisme qui va être le partenaire, il est forcément unique, et si l'agent part sur une autre collectivité, etc., il ne pourra pas continuer à avoir le même contrat. Donc, ça dépendra de là où il arrive. D'un autre côté, on a la labellisation. La labellisation, c'est en fait un certain nombre d'opérateurs qui se présentent, qui proposent des solutions, et qui reçoivent un agrément. Cet agrément, il est national. Il n'est pas local ou quoi que ce soit. Donc il y a un agrément national qui fait qu'un certain nombre d'organismes seront possiblement à consulter. Ce sera fait par les agents et non pas par la collectivité. C'est-à-dire que c'est eux qui vont aller chercher l'organisme agréé qui leur va bien, qui leur donne le niveau de couverture qui les arrange, qui les satisfasse. Et évidemment, quand ils changent de collectivité, comme c'est un contrat dépersonnalisé, il n'y a pas de problème, ils peuvent l'emmener avec eux. C'est un avantage. Il y a moins de contraintes pour la collectivité, puisque ce n'est pas elle qui traite le contrat en soi. Par contre, c'est de gré à gré. Ça reste, il n'y a pas d'entente sur un groupe agent, c'est vraiment de gré à gré entre chaque agent et son interlocuteur. Voilà les deux choses qui se profilent aujourd'hui, et sur lesquelles on aura à arrêter un choix en son temps. Le cadre général, pour rappel, la garantie prévoyance, donc ce qui est maintien de salaire, etc., elle doit rentrer en action au plus tard le 1er janvier 2025. Donc là, on est en 22, on n'a pas le retour de l'État concernant un certain nombre de chiffres et d'indexation, ce qu'on appelle les montants de référence. Donc probablement que ça va se passer sur cette année, et on aura donc derrière 24 mois maximum pour traiter, voir quel choix on fait, comment on s'organise avec les services pour pouvoir couvrir tout ça. La participation de l'employeur, elle est obligatoire à hauteur de 20% minimum d'un montant cible. Donc c'est les montants de référence, ce montant cible, il est établi par l'État, ce sera un décret, donc on n'aura pas de latitude là-dessus, et donc ça indexera directement les 20% à verser dessus. On a juste une petite information dans du FNCDG, un montant moyen mensuel des participations par agent à hauteur de 15%. Donc ça veut dire que nous on est à 15 euros, pardon. 15 euros, et ça veut dire que si on a 5 fois, 50, 55, 75 euros, ça coûterait 75 euros d'avoir un contrat d'après eux, et donc on participerait à hauteur de 15 euros.
C'est ce qu'on peut retirer des écrits qu'on a aujourd'hui. Concernant la santé, la mutuelle santé, l'application est au 1er janvier 2026. La participation de l'employeur est nettement plus haute, puisqu'elle est à 50% minimum, toujours d'un montant cible, et non pas d'une cotisation. Comme on a dit que ça pouvait être des contrats que chacun va chercher, il est évident que la participation, elle n'est pas du tout sur la cotisation selon ce qu'ils ont choisi comme couverture, etc., mais sur un montant cible, encore une fois, qui sera défini par décret, avec des minima. C'est-à-dire qu'on sait que le panier de soins minimum devra assurer le ticket modérateur, les forfaits journaliers hospitaliers, c'est ce qu'on utilise le plus en réalité, et les dépenses de frais dentaires et d'optique. Donc c'est ces discussions-là qui sont en cours et sur lesquelles on attend la mise en œuvre et le retour. Encore une fois, en termes d'information, le panier de soins estimé par la DGCL, c'est une fourchette comprise entre 25 et 35% par agent, par euro. C'est avec ça, euros par mois et par agent. Voilà, c'est l'état des informations dont on dispose aujourd'hui. Ce qui ne change pas dans la procédure, c'est que la modulation est possible en fonction des débuts d'intérêt social, de la situation de l'agent, de sa situation familiale, etc. Ça, c'est toujours jouable. Qu'il n'y a pas de participation pour les agents retraités, c'était déjà le cas, et que le versement de la participation pourra se faire, selon la convention, à l'agent ou à l'organisme. Donc ça sera traité dans le cadre de la convention finale. L'évolution du nouveau contrat, 3 possibilités, ça reprend un peu la même idée, mais ça c'est si on contractualise directement. Il y a des contrats collectifs à adhésion obligatoire, des contrats collectifs à adhésion facultative. Contrat collectif à adhésion obligatoire, c'est quasi ce qu'il y a dans le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une entreprise, vous n'avez pas le choix. Vous adhérez, vous rentrez d'office, vous adhérez à un contrat collectif. L'autre version, on laisse la possibilité à chaque agent d'y adhérer ou pas, même si c'est un contrat collectif. Et ça, c'est plutôt ce que le CDG sur lequel il travaille. Et après, il y a le système dérogatoire, c'est ce qu'on a dit sur les contrats individuels. Voilà, ça, c'est ce qu'on aura, nous, à passer. C'est un peu redondant, mais ça donne un petit peu de cadre. L'intérêt du contrat collectif, comme je disais, ça veut dire qu'il y a un accord qui peut se faire avec des représentants syndicaux, s'il y en a, pour travailler la question en amont. Nos propres données contextuelles, c'est simplement où on en est aujourd'hui. En attendant cette mise en application et tous ces éléments chiffrés, on n'a pas de contrat engagé concernant la santé. A fortiori, il n'y a pas de participation employeur. Et la démarche d'adhésion à une mutuelle, c'est chaque agent qui le décide. C'est son choix personnel, c'est lui qui met la hauteur et c'est lui qui le signe. C'est comme ça aujourd'hui en santé. En prévoyance, là-dessus, on avait essayé de travailler. Donc en 2001, il y avait un contrat collectif qui avait été mis en place pour l'EHPAD et pour le CIVOM, sans participation de la collectivité, mais il y a eu un travail sur la constitution d'une offre. À ce jour, le contrat collectif en place à l'EHPAD, il y a 14 adhérents, sachant pour rappel qu'il y a 70 personnes à peu près, et que concernant le CIVOM, l'Alliance, au niveau du siège, plus personne n'adhère à ce contrat collectif. Il y a 3 agents qui ont un contrat individuel qu'ils ont souscrit à un prestataire labellisé. Voilà. Ce qui semblerait dire, de mon point de vue, que le contrat n'est plus à la hauteur de ce qu'il faudrait, etc., etc. Et donc cette démarche-là, elle serait intéressante pour upgrader tout ça et regarder réellement dans le détail ce qui va être riche et qui amènera un complément dans le statut de nos agents. En synthèse, évidemment, c'est sûr, c'est juste qu'on doit commencer à quantifier, etc., puisque ça veut dire qu'il y aura une incidence sur nos finances, puisque on a déjà un petit peu des ratios de chiffres que je vous donnais tout à l'heure, on connaît les participations minimales, et on connaît les dates d'application. Donc on sait déjà, peut-être on traitera sur un délai plus en amont, tout ça reste plutôt ouvert. Mais pour l'instant, on est en attente encore de pas mal d'informations pour pouvoir travailler. En tout cas, on doit se préparer à une nouvelle ligne de dépenses, on va dire, complémentaire, concernant notre personnel. On est prévenu en amont, donc à nous de savoir où on va et comment on s'organise. Voilà, c'est la présentation que je devais vous faire. Je pense que ça permettra à chacun de garder son information sur le sujet. Je pense que dans les communes, c'est déjà souvent passé, je pense. Pas encore. Mais bon, toujours est-il, voilà. Ouais.
Donc, on vous a présenté, je ne sais pas si ça amène de remarques, mais de toute façon, on sera amené à revenir, parce que vous voyez le laps de temps, on n'est pas vraiment dans l'urgence. On reviendra sur le sujet en son temps, bien évidemment. Merci beaucoup, s'il n'y a pas d'autres remarques, de votre attention, de votre participation, et on se revoit très bientôt dans le cadre du budget. Merci bien, bonne fin de journée.